Imaginez une journée parfaite sous un ciel sans nuages, où le soleil brille avec la chaleur prometteuse d'un nouveau départ. Le cadre est une charmante chapelle en bord de mer, décorée de fleurs délicates et de rubans flottants qui dansent au rythme d'une douce brise. Tous les regards sont tournés vers le couple à l'autel, en particulier vers la mariée, dont la robe blanche éblouit sous la lumière du soleil, capturant toute l'essence d'un conte de fées moderne. Le marié, visiblement ému, a du mal à contenir son sourire lorsqu'il tient les mains de la femme qu'il promet d'aimer et de respecter jusqu'à la fin de ses jours. Les vœux sont échangés d'une voix ferme mais chargée d'émotion, et chaque mot semble solidifier le lien éternel qui les unit désormais. Les invités émus essuient des larmes discrètes en applaudissant le baiser passionné qui scelle l'engagement. La célébration se déroule avec une douce élégance, au milieu des rires, des danses et des toasts portés au bonheur du nouveau couple. La réception est un spectacle en soi, avec un festin qui ravit les yeux et le palais, et un orchestre qui ne laisse personne indifférent. Tout est parfait, comme si chaque détail avait été minutieusement planifié pour refléter l'amour et la joie partagés par tous. Au fur et à mesure que la fête progresse, le marié s'éloigne un instant pour respirer en solitaire. Près d'une fenêtre ouverte, alors qu'il admire la vue sur l'océan qui s'étend majestueusement devant lui, une conversation téléphonique, captée par inadvertance par ses oreilles, lui fait froid dans le dos. La voix douce de la mariée, que l'on croyait hors de portée de voix, confie les détails d'un plan qui n'est ni amoureux ni loyal. Des mots comme « assurance » et « contrat de mariage » sont accompagnés de rires cyniques et de promesses de séparation avantageuses. En un instant, ce qui était un scénario de rêve se transforme en un cauchemar plein de doutes et de suspicions. Le marié, toujours caché dans l'ombre, ressent le poids de chaque mot comme un coup, brisant l'image de la femme qu'il croyait aimer. Les révélations ne ternissent pas seulement le souvenir de ce qui devait être la plus belle nuit de sa vie, mais jettent aussi une longue ombre sur l'avenir qu'il s'imaginait commencer à construire. À ce moment-là, la fête semble se poursuivre à un rythme inconscient de la tempête intérieure qui fait rage dans le cœur du jeune marié. Il sait qu'il doit affronter la réalité, mais pour l'instant, il reste immobile, pris entre l'amour et la trahison, tandis que la musique résonne, indifférente aux secrets qui viennent d'être révélés. Alors que la fête de mariage s'estompe dans l'horizon du temps, le couple part pour le prochain chapitre de leur voyage ensemble, une luxueuse croisière qui promet des jours de romance et d'aventure dans des eaux lointaines. Pour beaucoup, un tel voyage incarne la célébration nuptiale, mais pour le marié, cette perspective provoque un malaise palpable qui va au-delà du simple malaise. Depuis son enfance, il éprouve une profonde aversion pour les bateaux, quels qu'ils soient, une phobie qui trouve peut-être son origine dans les récits de naufragés ou simplement dans l'immensité intimidante de la haute mer. Malgré tout, il tente de cacher cette inquiétude, un masque d'enthousiasme soigneusement mis en place pour ne pas décevoir sa femme, dont les yeux brillent de l'attente de jours idylliques à bord du colossal navire. Lorsqu'ils arrivent au port, ils sont accueillis par la vue du bateau de croisière, véritable ville flottante, dont les multiples ponts scintillent sous le soleil de midi. Les lignes élégantes du navire contrastent avec le sentiment de claustrophobie qui vous saisit lorsque vous montez sur la passerelle. Chaque vibration du moteur qui se prépare à prendre la mer se répercute dans sa poitrine comme un mauvais présage. La première journée en mer commence par une visite du navire. Des couloirs opulents s'ouvrent sur des espaces communs remplis d'activités, des casinos aux salles de bal, promettant des distractions pour tous les goûts. Sa femme, pleine de vie, l'entraîne dans les boutiques et les cafés, sa joie contrastant fortement avec l'appréhension croissante qu'il tente d'étouffer. Tandis qu'elle se délecte de la nouveauté de chaque découverte, il lutte contre le balancement du navire, rappel constant de l'immensité et de l'imprévisibilité de l'océan qui les entoure. La nuit, alors qu'ils se tiennent sur le balcon de leur cabine, la mer s'étend à perte de vue, un vide qui déclenche son anxiété. Le murmure des vagues, bien qu'apaisant pour beaucoup, ressemble à un chuchotement sinistre, alimentant ses doutes sur les véritables intentions de sa femme. L'apogée de ce malaise se produit lors d'un dîner à la Belle Étoile, alors que le vaste océan semble les entourer de ses ombres ondulantes. La conversation se déroule entre rire et toast, mais l'esprit du marié est ailleurs, perdu dans une mer de soupçons et de peur, naviguant entre la phobie de l'océan et la trahison perçue. Chacun de ses sourires,
chacun de ses gestes semble désormais teinter des secrets révélés lors de cette conversation furtive. Cette nuit-là, alors que la lune jette sa lueur argentée sur les eaux calmes, le marié se tient sur le pont, contemplant l'horizon lointain. Le bruit des festivités du bateau lui parvient, étouffé et lointain, comme s'il appartenait à un autre monde, à une autre vie. Dans ce moment de solitude, il se demande si le voyage qu'ils ont entrepris ensemble n'est pas, après tout, un voyage solitaire, naviguant dans un brouillard de doute vers une destination incertaine. Au crépuscule de la deuxième nuit, le bateau de croisière, avec ses salons luxueux et ses rires qui résonnent dans les couloirs, devient la scène d'un spectacle de vérité cachée. Le mari, encore abasourdi par les révélations précédentes, décide de chercher à mieux comprendre le passé de sa femme, poussé par un mélange de méfiance et de désespoir. Tandis qu'elle participe à un cours de danse animé sur le pont principal, il se glisse dans la bibliothèque du navire, un lieu silencieux qui offre de nombreuses possibilités de connexion. Là, sous prétexte de vérifier ses courriels, il accède à ses réseaux sociaux, une invasion guidée par le besoin de découvrir qui partage réellement sa vie. Les photos et les messages superficiellement parfaits commencent à raconter une autre histoire lorsqu'il creuse plus profondément. Les commentaires et les tags révèlent un cercle d'amis qu'il n'a jamais rencontrés, des personnes qui mentionnent des fêtes extravagantes et des voyages coûteux dont elle n'a jamais parlé. Une photo particulièrement révélatrice la montre sur un yacht de luxe, bien avant leur rencontre, accompagnée de personnages qui font étalage de leur richesse et de leur pouvoir. Son cœur est encore plus lourd lorsqu'elle découvre des messages privés qui n'ont pas été soigneusement effacés. Dans ces messages, des conversations avec un ex-petit ami détaillent des stratégies pour tirer le meilleur parti des relations futures. Il s'agit de savoir comment se positionner, écrit-elle, et de ne jamais se contenter d'un luxe inférieur à celui que l'on mérite. Stupéfait, il se détourne de l'ordinateur, le poids de ses découvertes rendant l'environnement luxueux soudain claustrophobique. Il a besoin d'air, d'espace, et sort sur la terrasse. Dehors, le vent frais de la nuit apaise sa peau fiévreuse, mais pas son cœur agité. Ce soir-là, au dîner, alors qu'il observe sa femme rire et trinquer avec de nouveaux amis qui semblent fascinés par sa beauté et son charme, il sent une distance grandissante entre eux. Elle est habile dans son rôle social, parfaitement à l'aise dans un environnement qu'il considère maintenant comme une scène où elle se produit. Après le dîner, un couple qui semble connaître l'épouse depuis longtemps se joint à eux pour prendre un verre. Entre les gorgées de champagne et les rires, l'homme, peut-être enivré par la boisson ou par l'atmosphère détendue, commence à raconter des histoires de leur passé, sans se rendre compte du poids de ses mots. « Tu te souviens de cet été à Monaco » demande-t-il en riant. « Tu étais toujours la reine de la fête, sachant toujours comment tirer le meilleur parti des hommes riches qui t'entouraient. » Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Chaque mot est comme un marteau qui brise l'image de la femme qu'il croyait aimer. Il part tôt, prétextant la fatigue, mais la vérité est qu'il ne supporte plus d'en entendre davantage. De retour dans la cabine, tandis que sa femme fête la soirée avec de nouvelles et d'anciennes connaissances, il reste assis dans l'obscurité, regardant la mer sombre et agitée, reflet parfait de son esprit tumultueux. Cette nuit-là, alors que le navire fend les vagues, il réalise que le voyage qu'ils ont entamé ensemble est en train de dévier vers des eaux bien plus profondes et sombres qu'aucun bateau de croisière ne pourrait naviguer. Dans le calme d'un matin brumeux, alors que le bateau de croisière glisse sur des eaux tranquillement traîtresses, le mari décide de chercher un moment de paix sur le pont inférieur, loin du brouhaha incessant des passagers et des activités festives. Son cœur est encore lourd des découvertes de la nuit précédente et il aspire à la clarté et au réconfort de la solitude dans la lumière du jour. Alors qu'il marche distraitement, perdu dans ses pensées, il passe devant l'une des portes entr'ouvertes menant à une petite salle de conférence, rarement utilisée pendant la croisière. De là, des voix basses mais intenses s'élèvent jusqu'à lui. Il reconnaît immédiatement l'une de ces voix. C'est celle de sa femme, dont il a appris à aimer le timbre, désormais teinté d'une cadence qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Curieux et instinctivement prudent, il s'approche discrètement de la porte, son cœur battant à un rythme effréné qui semble se répercuter dans le couloir vide. Il se positionne pour mieux entendre, chaque mot se cristallisant dans l'air froid du matin.
C'est simple, vraiment, dit-elle avec une assurance qui fait tomber le voile de l'innocence. Dès que je suis enceinte, ce qui se passe après n'a plus d'importance. La grossesse change tout en ce qui concerne les termes de notre contrat de mariage. L'autre voix, féminine et tout aussi calculatrice, répond « Et lui ? Se doute-t-il de quelque chose ?» Non, il est aveuglé par l'amour, ou du moins c'est ce qu'il croit être l'amour, dit-elle en riant, un son qui fait frissonner son mari. Il croit encore à la fable du bonheur éternel. Il est loin de se douter que j'ai mes propres projets. Les mots de la femme sont comme des coups directs dans le cœur de son mari. Chaque syllabe est une trahison qui démantèle la vie qu'il pensait construire avec elle. Il recule, la douleur de chaque révélation pesant sur ses épaules comme le brouillard enveloppant le navire. Comme en transe, il regagne sa cabine, chaque pas étant un effort monumental contre la mer d'émotions qui menace de l'engloutir. Enfermé dans sa solitude, il regarde par la fenêtre l'océan infini, miroir de la trahison infinie qui l'entoure. Le choc de la découverte laisse place à une clarté glacée. Il sait ce qu'il doit faire, mais le chemin à parcourir est tortueux et incertain. Alors que le navire avance, fendant les vagues avec détermination, il se prépare à affronter la tempête qui s'annonce dans sa vie personnelle, armé de la vérité douloureuse mais libératrice sur la femme avec laquelle il partageait ses rêves et ses secrets les plus intimes. L'atmosphère de la croisière devient électriquement tendue lorsque le mari, le cœur lourd et l'esprit chargé de révélations douloureuses, décide de confronter sa femme. Il la trouve sur la terrasse du bateau, un endroit qui offre une vue panoramique sur l'océan, normalement un lieu de réflexion et de calme, mais qui sert maintenant de scène à une tempête émotionnelle. Elle est adossée à la balustrade, admirant le coucher de soleil, lorsqu'il s'approche silencieusement. Sa posture est calme, mais ses yeux révèlent une tempête intérieure prête à se déchaîner. « Il faut qu'on parle », dit-il d'une voix plus ferme qu'il ne l'est. Elle se retourne, surprise par sa présence, un léger froncement de sourcils entachant son expression parfaitement maquillée. « Bien sûr, de quoi veux-tu parler ?» répond-elle avec un calme qui semble avoir été répété. « De nous. De tes projets, » s'emporte-t-il, la frustration et la douleur transperçant chacun de ses mots. Il l'observe, à la recherche d'un signe de culpabilité ou de remords, mais elle garde un calme presque inébranlable. « Mes projets, » répond-elle en feignant l'innocence, « je ne sais pas de quoi tu parles. » Il répète alors les mots qu'il a entendus, chaque détail de la conversation qu'il a épiée, observant le masque de la jeune femme se fissurer. Confronté à la réalité de ses propres paroles, sa défense initiale s'effondre, remplacée par une froideur calculatrice. « Et alors ?» admet-elle finalement, la voix teintée de dédain. « Et alors, si j'ai fait des projets ? Croyais-tu vraiment que quelqu'un comme moi t'épouserait par amour ?» L'impact de ces mots est comme une gifle qui le laisse momentanément sans voix. Le mari, maintenant confronté à la vérité crue de ses intentions, ressent une poussée de colère et de trahison. « Pourquoi ?» demande-t-il avec un mélange d'incrédulité et de douleur dans la voix. « Pourquoi m'utiliser ainsi ? Parce que je le peux. Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne, chérie, répond-elle froidement, le fixant avec une assurance qu'il n'a jamais vue auparavant. Tu m'as offert un style de vie que je voulais. Il n'y avait rien de personnel, c'était juste du business. La dispute s'intensifie, les accusations et les vérités douloureuses sont lancées comme des flèches dans un combat acharné. Il parle de confiance, d'amour et d'engagement, tandis qu'elle répond par le pragmatisme et la froideur, décrivant un monde où les sentiments sont secondaires par rapport aux avantages matériels. Au point culminant de la confrontation, elle remet en question sa vision du monde, le poussant à accepter la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'il voudrait qu'elle soit. Secoué jusqu'à la moelle, il se rend compte à quel point il a été trompé et à quel point il a suivi aveuglément l'idéal d'un amour qui, en fin de compte, s'est avéré n'être qu'une façade pour l'avidité et la manipulation. La confrontation se termine sans solution, chacun s'accrochant à ses vérités déchirées. Il s'éloigne, sachant que tous les vestiges de ce qu'il pensait avoir avec elle ont été emportés dans les sombres profondeurs de l'océan qui les entoure. Elle reste seule, regardant son ombre s'éloigner,
un triomphe vide se reflétant dans ses yeux, alors que le soleil se couche à l'horizon, ne laissant derrière lui que des ombres et du silence. Dans la pénombre de sa cabane, le mari se réfugie à l'abri du monde extérieur, dans un sanctuaire de silence et de solitude. Le murmure lointain des vagues contre la coque du navire est le seul son qui accompagne ses pensées tumultueuses. Il s'assoit, le regard perdu dans l'obscurité qui reflète le vide grandissant dans sa poitrine. Entouré par l'opulence de sa suite, un espace censé servir de nid pour les premiers jours de son mariage, il contemple maintenant les ironies de la vie. Chaque détail luxueux qui l'entoure lui rappelle cruellement la farce qu'a été son mariage. La douceur des draps de soie, la richesse des meubles élégants, tout semble se moquer de sa douleur et de sa déception. La tête entre les mains, il plonge dans une profonde introspection. L'amour, se dit-il, devrait être un havre de paix, un échange mutuel de respect et d'adoration, et non un champ de mines de trahison et de déception. Comment a-t-il pu se tromper à ce point? Le véritable amour est-il vraiment une illusion, ou bien n'a-t-il tout simplement pas remarqué les signes sur son chemin? Les souvenirs de leur rencontre et de tous les moments qu'ils ont partagés inondent son esprit, chaque fois teinté de la nouvelle prise de conscience que tout cela n'était peut-être qu'un acte de sa part. Il se souvient de ses sourires, de ses promesses, des projets qu'ils ont faits ensemble, et se demande maintenant lesquels étaient réels et lesquels faisaient simplement partie de son jeu long et calculateur. La lune éclaire la fenêtre d'un rayon de lumière qui traverse l'obscurité de la pièce et illumine l'alliance qu'il porte à la main. Le symbole de son engagement ressemble maintenant à une entrave, un rappel de sa propre naïveté. D'un geste résolu, il retire l'anneau, observe comment il brille au clair de lune avant de le poser sur la table. Ce geste symbolique marque sa décision de ne plus s'attacher aux promesses non tenues et aux attentes déçues. Il passe des heures ainsi, isolé, se laissant aller à toute la gamme de ses émotions, de la colère à la tristesse, de l'incrédulité au désespoir. Mais à l'aube, un nouvel objectif commence à prendre forme dans son esprit fatigué. Il sait que le chemin à parcourir sera solitaire et semé d'embûches, mais il comprend aussi qu'il doit affronter ce voyage pour redécouvrir qu'il est en dehors de l'ombre de cette trahison. À la fin de cette longue nuit de réflexion, il sort de son isolement non pas complètement guéri, mais armé de la certitude qu'il doit reconstruire sa vie, morceau par morceau, en commençant par la décision difficile mais nécessaire de se détacher complètement de la femme qu'il pensait aimer. Ainsi, à l'aube d'un nouveau jour, il se prépare à affronter le monde à nouveau, seul, mais avec une force nouvelle forgée dans l'obscurité de la nuit la plus longue de sa vie. Le lendemain matin, après une nuit de réflexion intense et d'acceptation douloureuse, le mari prend la décision de demander un avis juridique pour annuler le mariage qu'il considère désormais comme un simulacre. Cette décision lui apparaît comme une obligation non seulement envers lui-même, mais aussi comme une étape nécessaire pour retrouver son autonomie et sa dignité. Après le petit déjeuner, il se retire dans la petite bibliothèque du navire, un endroit qu'il a découvert comme un havre de paix idéal pour passer des appels importants sans risquer d'être entendu ou interrompu. Assis dans un fauteuil en cuir, il compose le numéro d'un avocat recommandé par un ami de confiance qui a lui aussi vécu un divorce compliqué. L'appel est pris avec calme et efficacité et il explique sa situation à l'avocat sans omettre aucun détail concernant les révélations de sa femme et son plan préconçu pour tirer un avantage financier du mariage. Il mentionne l'accord prénuptial et la façon dont elle a prévu de le contourner par une grossesse planifiée, d'une voix ferme mais parfois tremblante sous l'effet de l'émotion résiduelle de la trahison. L'avocat écoute avec une attention méticuleuse, prenant parfois des notes. Après une brève pause pour examiner les détails, il explique que l'annulation est tout à fait possible, étant donné que le mariage était fondé sur la fraude et la tromperie délibérée. Il détaille la procédure, précisant que la brièveté du mariage et les preuves de la mauvaise foi de l'épouse renforcent considérablement les arguments en faveur d'une annulation rapide et directe. Encouragé par le soutien et la clarté de l'avocat, le mari ressent une vague de soulagement, mêlée à la tristesse de reconnaître à quel point il a été trompé. L'avocat promet d'entamer la procédure dès le retour du mari et suggère de rassembler toutes les preuves possibles susceptibles de renforcer le dossier. Armé d'un plan d'action et du soutien d'un professionnel, il raccroche le téléphone en se sentant un peu plus maître de sa vie. Il sait que la voie juridique qu'il a choisie ne marque pas seulement la fin de son mariage,
mais aussi le début de son voyage pour reconstruire sa vie et sa confiance dans la possibilité d'un avenir meilleur, libéré des ombres de la tromperie. Fort de ce nouveau but, il retourne sur le pont du navire, regardant l'horizon vaste et incertain avec une détermination renouvelée, prêt à affronter toutes les tempêtes, sachant que chaque pas l'éloigne de la douleur du passé et le rapproche de la reconquête de sa propre identité et de son bonheur. Alors que le bateau approche de sa prochaine escale, une île pittoresque entourée d'eau cristalline et ornée de palmiers se balançant au gré du vent, le mari fait un choix décisif qui façonnera le prochain chapitre de sa vie. Il décide qu'à cet arrêt, sa femme débarquera seule, mettant fin non seulement à leur voyage ensemble, mais aussi à leur brève et tumultueuse union. Tout au long de la matinée, alors qu'il prépare ses valises en silence, il réfléchit à la conversation qu'il a eue avec son avocat et aux promesses d'une procédure d'annulation. Chaque vêtement plié n'était pas seulement une partie de ses bagages, mais un morceau de l'ancien moi qu'il laissait derrière lui, un symbole des espoirs et des rêves brisés qu'il reconnaissait maintenant comme des illusions. Il affronte sa femme une dernière fois sur le pont du navire. La mer qui l'entoure scintille sous le soleil de midi, ce qui contraste fortement avec la tension qui règne entre eux. Avec un calme froid, il lui explique qu'elle débarquera à la prochaine escale et que les procédures légales d'annulation du mariage sont déjà en cours. Il lui dit que toutes ses découvertes et sa trahison ont rendu impossible toute autre issue. Sa femme, bien que choquée dans un premier temps par sa décision unilatérale et sa fermeté, retrouve rapidement son calme. Avec un regard où se mêlent le dédain et une pointe de respect réticent, elle accepte l'inéluctabilité de la situation. Il n'y a pas de larmes, mais une acceptation calculée du fait que le jeu qu'elle a joué est arrivé à son terme, du moins avec cet adversaire. Ils marchent ensemble en silence jusqu'à la zone des arrivées, un silence qui en dit long sur la distance émotionnelle qui les sépare désormais complètement. Lorsqu'ils arrivent, il lui tend sa valise, geste symbolique de la séparation définitive. Elle prend la valise sans un regard en arrière, sa silhouette se détachant sur le ciel bleu et se dirigeant vers la passerelle. Alors qu'elle disparaît dans la foule qui se rassemble sur l'île, son mari ressent un mélange de soulagement et de vide. Il sait qu'il y a encore des défis à relever, que le processus de guérison et de reconstruction de sa vie après cette trahison sera long et parfois solitaire. Mais il ressent aussi une liberté nouvelle, un poids enlevé de ses épaules alors que le bateau se prépare à reprendre la mer. Il retourne sur le pont, regardant l'horizon où le ciel rencontre la mer, en homme changé. La brise de l'océan, qui autrefois laissait présager des tempêtes, murmure maintenant des promesses de nouveaux départs. Alors que le navire s'éloigne de l'île, il se tourne vers le vaste monde qui l'attend, prêt à naviguer sur les eaux inexplorées de sa propre vie avec une nouvelle compréhension de lui-même et de ce qu'il recherche dans l'avenir. Alors que le bateau fend les vagues bleues vers sa prochaine destination, le mari se promène sur le pont supérieur, laissant le soleil chaud et la brise salée de l'océan effacer les vestiges de la tempête émotionnelle qu'il a vécue. Bien que le poids de leur récente séparation pèse encore sur ses épaules, un sentiment d'espoir, subtil mais croissant, se fait jour en lui. Par un après-midi particulièrement clair, alors qu'il observait l'horizon, une femme s'est approchée du parapet à côté de lui. Elle avait un sourire facile et un regard contemplatif tourné vers la mer infinie. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» dit-elle, le ton décontracté mais plein d'admiration pour le vaste océan qui s'étend devant elle. Il acquiesça, appréciant la simplicité de ce moment partagé avec une étrangère. « C'est un rappel, » commença-t-il, hésitant, de l'immensité du monde et de la petitesse de nos problèmes en comparaison. Elle rit doucement, acquiesçant. « C'est exactement ce que je pensais. Parfois, nous avons besoin de cette perspective pour voir les choses clairement. » Sa voix était chaleureuse, accueillante, et il se sentit étonnamment à l'aise pour poursuivre la conversation. Elle se présenta comme Élise, une artiste qui voyageait pour trouver l'inspiration dans de nouveaux horizons. Au cours des jours suivants, ils ont commencé à se rencontrer plus souvent, d'abord par hasard, puis par choix mutuel. Élise l'introduit dans son monde d'art et de créativité, lui montre ses croquis et lui raconte les histoires des personnes qu'elle a représentées. Chaque rencontre est une fenêtre ouverte sur une nouvelle perspective, et il se réjouit de ces moments. Un soir, ils l'ont invité à un cours de peinture sur la terrasse,
une activité qu'il n'aurait jamais envisagée auparavant. Sous la direction d'Élise, il a pris le pinceau, d'abord hésitant, puis progressivement plus confiant, guidé par sa calme assurance. Pendant qu'il peignait, la conversation allait bon train, sur la vie, l'amour et les fois où ils s'étaient tous deux égarés et retrouvés. Élise ne lui donne aucun conseil direct sur son divorce imminent, mais sa compagnie est un baume pour son âme blessée. Il se surprend à rire à nouveau, ressentant une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Un après-midi, alors qu'il regardait le coucher de soleil colorer le ciel d'orange et de rose, Élise posa sa main sur la sienne. La mer a beau être agitée, elle finit par se calmer, murmure-t-elle en regardant l'horizon. Et parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui partage la vue et nous rappelle qu'après la tempête, le monde peut encore être un endroit magnifique. Il sourit et lui serra la main en réponse, reconnaissant non seulement pour cette nouvelle amitié, mais aussi pour la promesse tacite de nouveaux départs et de nouvelles possibilités qui s'ouvraient devant lui. Au fur et à mesure que le bateau voguait, il a senti qu'il était peut-être prêt, lui aussi, à tracer une nouvelle voie dans sa propre vie. Le mari se retrouve à nouveau dans la bibliothèque du navire, un refuge tranquille où il peut se plonger dans ses pensées sans être dérangé. Cette fois, il est entouré de piles de documents juridiques et de correspondances électroniques avec son avocat. Chaque page lui rappelle les défis juridiques auxquels il est confronté, mais aussi les dures leçons qu'il apprend sur la confiance et l'amour véritable. Alors qu'il navigue dans la procédure d'annulation, il est confronté à la complexité des aspects juridiques de l'annulation d'un mariage fondé sur la tromperie. Les documents sont méticuleux et nécessitent un examen détaillé. Chaque signature est un pas vers la libération des chaînes d'une union qui n'a jamais été ce qu'elle semblait être. Son avocat est incisif, soulignant l'importance de chaque détail pour s'assurer qu'il n'y a pas de faille qui pourrait être exploitée contre lui. Au fil des jours, le mari réfléchit à ce que ses expériences lui apprennent sur la nature humaine et les relations. Il se souvient qu'il a fait confiance aveuglément, davantage sous le coup de l'émotion que de la raison, et que cette approche l'a conduit à un mariage qui s'avère aujourd'hui être un piège soigneusement élaboré. Il apprend que la confiance, bien que fondamentale, doit être basée sur des actions et des vérités partagées, et pas seulement sur des promesses et des attentes. Pendant les longues nuits à bord du navire, alors qu'il contemple le vaste océan, il médite sur l'amour véritable. Il se demande si ce qu'il a ressenti était vraiment de l'amour ou seulement une idéalisation de ce que l'amour devrait être. Les conversations avec Élise, sa nouvelle amie, l'aident à éclairer ses réflexions. Elle, avec sa sagesse simple mais profonde, suggère que le véritable amour est résistant, adaptable et par-dessus tout honnête. Il commence à comprendre que l'amour ne doit pas être une fuite de la réalité, mais la rencontre de deux vérités où les deux parties se voient et s'acceptent telles qu'elles sont. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire? Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. Chaque jour passé à relever des défis juridiques lui permet de mieux se comprendre et de savoir comment il veut construire ses futures relations. Il se rend compte que, bien que le chemin de la guérison soit long et parfois solitaire, il devient une version plus forte et plus sage de lui-même. Il apprend à mieux discerner, à écouter non seulement les mots prononcés, mais aussi les silences et les actes qui parlent plus fort. Ce voyage de découverte et de défis juridiques, bien qu'ardu, ouvre la voie à un avenir où il pourra à nouveau aimer, cette fois avec les yeux grands ouverts et le cœur protégé par une nouvelle compréhension de lui-même et du monde qui l'entoure. Alors que la croisière approche de sa destination finale, le mari sent qu'il aborde également un nouveau chapitre de sa vie. La brise marine ne porte plus seulement le sel de l'océan, mais des murmures de renouveau et d'espoir. À chaque vague qui se brise contre la coque du navire, il sent grandir la force de sa propre résilience. Dans les derniers jours de la croisière, il passe plus de temps seul, à méditer et à planifier ses prochaines étapes. Dans ses réflexions, il reconnaît que les épreuves qu'il a traversées lui ont donné une nouvelle perspective sur ce que signifie être fort. Fort non seulement du soutien de son avocat et des progrès réalisés dans l'annulation de son mariage, mais aussi du soutien affectif d'Élise et des nouvelles amitiés qu'il a nouées, il réalise que la véritable force consiste à affronter et à surmonter les difficultés et non à les éviter.
Un jour, à l'aube, il se lève tôt et sort sur la terrasse pour assister au lever du soleil. Alors que le ciel s'illumine de nuances d'orange et de rose, il repense à son voyage. Il se souvient du sentiment d'impuissance et de trahison qu'il a éprouvé, mais il se voit maintenant comme quelqu'un qui a survécu et qui a appris de ses expériences. Il se rend compte que chaque moment difficile a été crucial pour son développement personnel et que, sans ces défis, il n'aurait pas atteint son nouveau sentiment de confiance en soi et de clarté quant à ses valeurs et ses désirs pour l'avenir. De retour à sa cabane, il commence à dresser la liste des choses qu'il souhaite accomplir à son retour. Il prévoit de renouer avec de vieilles amitiés qu'il avait négligées et d'explorer de nouveaux centres d'intérêt apparus au cours de son voyage. Il envisage de reprendre d'anciens passe-temps et de s'impliquer dans des activités communautaires, cherchant ainsi à se construire une vie plus riche et plus conforme à ce qu'il est devenu. Enthousiasmé par les possibilités qui s'offrent à lui, il décide également de se lancer dans l'écriture. Inspiré par Élise, il souhaite documenter son parcours, non seulement pour gérer ses propres émotions, mais aussi pour partager ses expériences avec d'autres personnes qui pourraient être confrontées à des difficultés similaires. Il imagine qu'en partageant son histoire, il peut aider quelqu'un à se sentir moins seul et à reprendre espoir face à l'adversité. La veille de son débarquement, il dîne seul dans le restaurant du navire, contemplant la mer à la lueur des étoiles. Il est reconnaissant de tout ce qu'il a vécu, sachant que chaque épreuve a été un tremplin vers une meilleure compréhension de lui-même et du monde qui l'entoure. Fort de l'adversité, il envisage désormais l'avenir non pas avec crainte, mais avec enthousiasme, prêt à affronter tout ce qui se présentera à lui avec dignité et courage. Le bateau accoste enfin au port de destination, marquant la fin du voyage physique pour le mari, mais seulement le début de son voyage intérieur. Alors qu'il s'apprête à débarquer, il s'arrête pour un moment d'introspection, repensant à la transformation qui s'est opérée en lui au cours des eaux tumultueuses sur lesquelles il a navigué. Assis dans sa cabine, un stylo à la main et un journal ouvert devant lui, il commence à consigner ses dernières réflexions sur les événements qui se sont déroulés depuis ce jour fatidique où il a appris la trahison de sa femme. Il écrit sur l'amour, non pas comme l'idéal romantique qu'il imaginait aveuglément, mais comme une tapisserie complexe faite d'honnêteté, de respect et d'engagement mutuel. Le véritable amour, il s'en rend compte aujourd'hui, ne se trouve pas dans les grands gestes ou les douces promesses murmurées dans l'obscurité, mais dans les concessions quotidiennes, dans la vérité partagée et la vulnérabilité acceptée. Il réfléchit à la trahison, non seulement à la douleur qu'elle a causée, mais aussi aux portes qu'elle a ouvertes sur une compréhension plus profonde de lui-même et des autres. La trahison, telle une violente tempête, a ébranlé les fondations de sa vie, mais elle a aussi dégagé l'air, apportant avec elle l'opportunité de reconstruire plus fort et plus sage qu'avant. Il réfléchit à la manière dont, à travers cette révélation douloureuse, il a été forcé de faire face à ses propres illusions et attentes, un processus douloureux mais finalement purificateur. En ce qui concerne la croissance personnelle, il écrit avec une note de gratitude. Chaque jour de navigation a apporté des leçons de résilience, d'acceptation de soi et de redécouverte de ses propres passions et de son objectif. Il remercie, dans ses lignes, chaque personne qu'il a rencontrée sur son chemin, de l'ami artiste qui l'a aidé à voir le monde sous un angle différent à l'avocat qui l'a guidé à travers les écueils de la procédure judiciaire. Chacun a contribué à faire de lui l'homme qu'il est devenu. Enfin, il médite sur la paix. Une paix qui n'est pas l'absence de conflit ou de douleur, mais l'acceptation tranquille de son propre parcours humain, avec toutes ses tempêtes et ses calmes. Il envisage l'avenir non pas avec un cœur inébranlable, mais avec la sérénité de celui qui sait qu'il peut naviguer à travers toutes les tempêtes que la vie peut lui apporter. Il referme son journal, range son stylo et jette un dernier regard sur l'horizon lointain à travers la fenêtre de sa cabine. Avec un soupir de soulagement et de renouveau, il prend sa valise, prêt à débarquer non seulement du navire, mais aussi des vieilles amarres de son ancienne vie, s'engageant avec confiance dans la nouvelle vie qui l'attend.